Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de l'actualité à Monaco en ce samedi 17 février. Nous ouvrirons une page sport avec la belle entrée en matière de la Roca Team en Leaders Cup face au Mans. Nous parlerons moto ensuite avec Romeo Chiavini, un jeune pilote monégasque parti s'exporter aux États-Unis pour poursuivre sa progression. Aux États-Unis également se tiendra dans un mois les championnats du monde de cheerleading. Nous sommes allés suivre un entraînement de l'équipe Monaco All-Star qui défendra les couleurs de la principauté. Zoom ensuite sur le dernier roman de Sophie Fontanelle intitulé Admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. La journaliste et écrivaine sera notre seconde invitée pour nous parler de sa manière d'embrasser le temps qui passe. Et enfin, nous retournerons aux États-Unis pour votre chronique US. Alexandra Pani vous fera découvrir le programme de récollement du nouveau musée national de Monaco. Mais prenons d'abord la direction de Saint-Chamond où la Roca Team dispute ce week-end la Leaders Cup. Pour son quart de finale face au Mans, les hommes de Sacha Obradovic n'ont pas laissé de place au doute après leur désillusion de l'année dernière. Monaco l'a emporté 94-81 au terme d'une démonstration collective avec pas moins de 6 joueurs à 10 points ou plus. Écoutez le pivot monégasque Mame Diaité après la rencontre. Le plus important, c'est qu'on a abordé la compétition de la meilleure des manières. Dès le début, tout le monde était à fond. On comprend que l'année dernière, ils ont eu un passé difficile du coup. Donc il fallait qu'on puisse montrer le ton tout de suite et on a réussi à le faire. C'est quelque chose dont vous avez parlé dans le vestiaire, où on vous a rappelé un petit peu ce faux pas de l'année dernière avant le match ? On en a parlé clairement, ça fait plusieurs jours qu'on en parle même. Donc je pense que tout le monde l'avait en tête, on a pu le montrer. Un petit peu dans la semaine deuxième mi-temps, mais je pense qu'on va très vite basculer sur le match de demain. Est-ce que vous pouvez encore monter en puissance ? Oui, je pense que c'est ça qui est bien avec cette équipe, c'est qu'on est dans une très bonne phase. Et malgré tout, on a un entraîneur qui est exigeant énormément au quotidien. Et nous-mêmes, en tant que compétiteurs, on a envie de toujours s'améliorer. On va garder ce qu'on fait de bien et corriger les petites erreurs qu'on a faites. En demi-finale, la Roca Team affronte Paris pour ensuite possiblement retrouver en finale Bourg-en-Bresse ou Nanterre, les deux autres demi-finalistes. Une semaine après son joli succès dans le derby du Sud, l'AS Monaco doit confirmer ce dimanche face à Toulouse à domicile. Les Monégasques ont l'occasion de chipper la deuxième place du classement à Nice, défait hier sur la pelouse de Lyon. Pour cela, un match nul suffirait, mais les hommes d'Adi Hutter veulent mieux puisque cela fait 2 mois et demi que le Louis II n'a pas vu son équipe gagner. Écoutez l'entraîneur des Rouges et Blancs à propos du classement très serré. In football, when you have high goals, you're always under pressure. And at the game on Sunday in Nice, we were also under pressure, and we did it well. We showed everybody we can fight, we can run. Everybody knows we can play really well football, good football. But the team showed they can fight, and we have to continue. We have to. Following this process, and then I'm sure we can be successful. But I think this season, behind Paris, it's many teams have the possibility to qualify for the international competition. Coup d'envoi de la rencontre à 15h ce dimanche. Partons à la découverte à présent de Romeo Chiavini. C'est un jeune pilote monégasque de 18 ans qui, après avoir fait ses preuves dans les championnats de moto italiens et espagnols, a décidé de partir à la conquête des États-Unis cette saison et il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Roméo, bonsoir. Bonsoir. Quel temps fait-il en Californie ? Alors là, pour l'instant, ça va. Il y avait un peu de brouillard ce matin, mais je pense que dans 1 heure ou 2, ça devrait le faire. Vous êtes donc pilote moto engagé dans le championnat Twins Cup Moto America. Quelle est la particularité de ce circuit ? C'est surtout un championnat de développement, c'est ça ? Oui, alors c'est un championnat le championnat américain, il existe depuis bien longtemps, mais le Moto America, il n'existe que depuis 2015. Donc c'est un championnat qui est en train de se développer, surtout au niveau médiatique. Et les circuits, c'est partout dans les États-Unis. Donc il y a des circuits en Floride, dans l'Alabama, en Californie. Et c'est 10 week-ends de course. Et notre catégorie n'en fait que 6, un peu partout répartis dans les États-Unis. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce championnat américain ? C'est un championnat déjà très reconnu.
C'est un des championnats nationaux, je pense pour moi, le championnat national le plus reconnu dans le monde. Et surtout au niveau médiatique, ils font des chiffres au niveau d'un championnat du monde. Et c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Alors justement, comment s'est fait votre intégration dans ce championnat? Est-ce que c'était votre idée? Avez-vous été contacté? Comment est venue cette idée finalement de partir aux États-Unis? Alors l'idée, j'ai toujours couru en Italie ou en Europe, avec quelques courses en Espagne. Et j'avais envie de changement et je regardais les championnats nationaux qui marchaient le mieux. Donc le Moto America, ça a été le premier choix. Et puis ensuite, il y avait la question des études. Les études aux États-Unis, surtout pour le mixer avec le sport, c'est beaucoup plus simple qu'en France ou dans d'autres pays. Donc c'est un championnat que j'avais envie de faire depuis bien longtemps et j'ai essayé de contacter des teams. Et voilà. Alors, vous parlez d'études, justement, est-ce qu'il existe pour vous, comme pour les sports américains un peu plus classiques, comme le basket ou le foot américain, est-ce qu'il existe pour vous un cursus qui mêle et études et moto? Alors, pour l'instant, non. Mais je sais qu'aux États-Unis, c'est assez simple de faire cette entrée. Donc, pour le prochain semestre, ici c'est en semestre, je vais essayer de demander soit des horaires aménagés ou une bourse pour sportifs. Mais pour l'instant, ça va parce que je n'ai pas encore beaucoup d'heures de cours, donc j'arrive à, à mixer les deux. Quel est votre objectif à long terme? Mon objectif à long terme, je dirais dans les 2, 3 prochaines années, ce serait de gagner un championnat américain, peu importe la catégorie. Et puis ensuite, pourquoi pas retourner en Europe pour faire un championnat du monde Superbike dans la catégorie 600 ou Superbike, à voir dans les 5, 6 prochaines années, on va dire. J'imagine que vous avez une idole, un modèle? Bah oui, bien sûr. L'idole de tout le monde, je pense, c'est Valentino Rossi, en tout cas pour moi, et je pense pour la majorité des gens qui suivent la moto. Bah, surtout pour cette génération et la vôtre. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce pilote? Bah, moi, c'est le caractère, vraiment, et la longévité qu'il a eue, c'est-à-dire qu'il a couru jusqu'à 43 ans. De 17 à 43 ans, il était dans le championnat du monde. Et le caractère, la façon dont il répondait, et puis le niveau, bien évidemment. Et vous roulez avec quelle machine, vous, sur ce championnat Moto America? Donc, les motos qu'on utilise, pour moi, ce sera l'Aprilia 660. Donc, c'est une moto qui développe 100-105 chevaux, qui pèse à peu près 150 kilos. Et dans ce championnat, il y a aussi la Yamaha R7 qui va courir, qui a à peu près le même niveau de puissance. Et cette année, il y a l'entrée de la Suzuki 8R, elle s'appelle, je crois. Et donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que chaque marque se mélange. Et du coup, ça fait encore plus de visibilité pour les marques. C'est-à-dire que si Aprilia gagne, ça fait forcément une bonne pub. Alors vous avez 18 ans aujourd'hui. À quel âge est-ce que vous avez commencé la moto? Comment est-ce que vous êtes tombé dedans? Alors moi, j'ai commencé assez tard pour la moyenne, c'est-à-dire que en Europe, la plupart des gens commencent à 5, 6 ans, voire plus tôt. Moi, j'ai commencé vers 11 ans, la première fois que j'ai conduit une moto. C'est-à-dire que mon père m'avait acheté un jeu de moto GP. Justement, lui regardait les grands prix, moi je regardais, mais j'étais pas forcément passionné. Il m'avait acheté le jeu. J'ai commencé à jouer, et à partir de là, j'ai commencé à demander à essayer une moto. D'abord, j'ai commencé sur motocross. Donc les 2 premières années, j'étais sur le cross. Et vers 13 ans, 14 ans, j'ai commencé sur piste, et à partir de là, j'ai commencé les courses. Et c'est là où mon chemin a commencé à se faire. Et des petits, par rapport à cet accompagnement, on peut dire merci papa, j'imagine. Ouais, bah, bien sûr, parce que ma maman, elle était pas trop dans le coup de base, mais c'est vrai qu'il m'a aidé, il m'aide toujours, et j'essaye d'être plus autonome maintenant, et de juste qu'il vienne aux courses pour regarder parce qu'il reste passionné. Mais c'est vrai qu'au début et même maintenant, c'est une grande aide. On parle sport mécanique, vitesse, Monaco. Ça nous rappelle forcément Charles Leclerc, notre pilote F1. Est-ce que c'est un exemple pour vous? Enfin, Charles Leclerc, oui, bien sûr, bien sûr. Même son frère, je pense, c'est les sportifs qui représentent le mieux la principauté. Et donc la Formule 1, forcément, c'est beaucoup plus reconnu que la moto parce qu'il y a le circuit. Et mais forcément, c'est deux exemples. Parfois, je les vois courir ou s'entraîner. Donc
Donc pour moi, oui, c'est un exemple. Eh bien, on espère que vous suivrez les mêmes traces et le même succès. Merci beaucoup, Roméo Chiavini, d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment beaucoup de réussite pour la suite de votre carrière, en espérant vous recevoir prochainement à un échelon supérieur. Merci beaucoup, merci à vous. Bonne soirée. Les États-Unis verront très prochainement d'autres monégasques débarquer. L'équipe freestyle des Monaco All-Stars, ce groupe de cheerleaders de la principauté, participera en avril prochain au championnat du monde de la discipline. Ce sera donc à Orlando, en Floride, l'occasion pour Justin Hadel et Jean-Alexandre Dordet de découvrir cette discipline. Rigueur, maîtrise et assiduité, la concentration est au rendez-vous. Dans cette salle d'entraînement de l'espace Saint-Antoine, l'échauffement est presque le plus important. C'est un mix de danse et de gymnastique, donc l'échauffement est vraiment primordial pour ne pas se blesser, puisqu'après elles vont devoir tourner, sauter, danser sur des musiques ultra rapides. Donc il faut vraiment éviter les blessures et avoir toute la chaîne musculaire bien échauffée. Le freestyle pomme est une discipline complexe et pourtant, cette dizaine de jeunes femmes âgées de 17 à 46 ans se sont qualifiées pour la première fois au championnat du monde. Elles représenteront en avril prochain Monaco aux États-Unis. C'est une discipline du cheerleading qui est plus basée sur la danse avec des pompons. On va partir pendant 10 jours à peu près là-bas et on va avoir de la préparation et 2 jours de compétition. Il leur reste encore un peu de temps pour peaufiner leur chorégraphie. Dans quelques jours, elles partiront en Suisse pour participer à une compétition et continuer de se préparer, le tout avant de s'envoler vers le pays de l'oncle Sam. Au-delà des aides de la principauté et des partenaires, les cheerleaders doivent encore financer une partie du projet. Pour cela, elles ont ouvert une cagnotte Litchi afin de récolter des fonds. Cet argent sera utilisé pour permettre à ces jeunes de réaliser leur rêve américain en toute sérénité. En 2018, le Théâtre des Variétés organisait une lecture de la pièce Héliogabale, l'Empereur fou. Eh bien, 5 ans après, cette même pièce a été mise en scène toujours au Théâtre des Variétés. C'était ce vendredi soir et Justin Hadel, accompagné de Jean-Alexandre Dordet, y était. Une tragédie en pleine Antiquité. Le Théâtre des Variétés a accueilli la première représentation d'une œuvre signée Alain Pastor. Cette dernière pose des réflexions sur le pouvoir, la folie et l'extravagance d'un empereur. Son nom, Héliogabale, nommé aussi l'Empereur fou. Premier rugissement, 2 sénateurs se sont évanouis. À l'apparition des lions, les autres ont essayé de fuir, mais je les avais enfermés dans la salle. Cette terreur ne leur a pas enlevé l'audace de s'opposer à leur maître. L'idée, c'est un affrontement entre, on va dire, l'empereur qui montre des signes d'instabilité et ensuite sa grand-mère qui détient de fait le pouvoir et qui se pose la question de la substitution, soit par des voies légales, soit par une voie expéditive qui sera de faire assassiner son petit-fils. Pendant plus d'1h15, les spectateurs ont pu observer la mise en scène sobre et épurée, surtout technique de Pascal Vitiello. Une chose est sûre, l'intensité du jeu des comédiens, amplifiée par les lumières, une création vidéo et musicale, a conquis l'ensemble de la salle. Les rendez-vous culturels de l'hôtel Métropole Monte-Carlo programmés ce jeudi soir, Sophie Fontanelle, la journaliste et écrivaine, vient de publier Admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Un roman qui se pose en récit philosophique et sociologique. Sophie Fontanelle, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Un récit philosophique et sociologique, est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes ? Oui, je finis par être d'accord puisque c'est ce que tout le monde dit, mais je pense que ça définit bien, oui. Ça définit bien une partie de l'histoire. Que renferme l'image d'Admira, l'héroïne de votre roman ? Eh bien, Admira, ça se passe dans 12 ans, et Admira, on se rend compte qu'elle est la dernière femme avec des rides sur Terre, c'est-à-dire qu'en fait, on la découvre un peu comme un vestige dans une crique de Grèce, un endroit isolé, on comprend pourquoi c'est isolé, on comprend pourquoi on ne l'avait pas trouvé avant, voilà. Et c'est dans un monde où il n'y a plus de rides, elle est la dernière, et tout le monde se met à l'adorer.
C'est important ce terme de vestige que vous venez d'utiliser. Oui, c'est un archéologue qui m'a dit c'est un vestige, j'y avais pas pensé. Et c'est pour ça peut-être qu'on la met sur un piédestal, parce que c'est un vestige. Et il y a cette couverture de livre intrigante également avec une sculpture décomposée. Pourquoi choisir cette image ? Parce que le graphiste qui a fait la couverture, justement, il pensait que c'était un vestige, cette femme. Mais il me l'a pas dit. C'est quelqu'un d'image, c'est pas quelqu'un de mots. Donc il a été chercher des vieilles, enfin pas des vieilles d'ailleurs, mais des gravures de sculptures. C'est comme ça, une sculpture brisée en fait qui est mise sur la couverture. De cette très jolie couverture, vous êtes d'accord ? Ah oui, absolument, absolument. Et d'où vous est venue cette idée de concentrer un roman sur des rides, et qui plus est des rides féminines ? Alors, dans mon livre, tout le monde a perdu ses rides, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais effectivement, la personne qu'on retrouve avec des rides, c'est une femme. Alors, pourquoi une femme ? Parce que la question des rides des femmes est beaucoup plus dans l'actualité, et beaucoup plus dans notre cerveau que celle des rides des hommes. Si par exemple on prend la sculpture grecque, il y a très peu de rides sur les sculptures, mais quand il y en a, c'est toujours des hommes, et c'est toujours pour montrer qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent et qu'ils sont intelligents et qu'ils ont vécu suffisamment pour avoir de la bouteille, voilà. Mais les rides des femmes, elles sont jamais acceptées, vous savez bien. Alors justement, c'est un sujet populaire du quotidien, même lorsqu'on voit la multitude de publicités pour les produits anti-âge. Pour vous, le concept de prison de la norme existe-t-il ? Je crois qu'on est emprisonné dans une norme, en partie, parfois c'est vrai, mais aussi on est emprisonné parce que tout simplement, on ne fait pas le pas de côté pour se dégager de la norme. C'est pas si difficile de se dégager d'une norme, mais pour autant, il faut des modèles. Et vous voyez pas beaucoup au cinéma d'hommes tombés amoureux de femmes avec des rides. C'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup dans notre imaginaire. Comment voulez-vous que ça existe dans la réalité si on ne nous a pas construit des rêves avec cette relation d'amour avec les rides? On a tendance à vouloir repousser nos rides, repousser nos cheveux blancs, repousser notre vieillissement finalement. Mais vous vous inscrivez dans une démarche différente à travers vos publications écrites ou digitales, puisque vous êtes aussi très active sur Instagram. Quel est votre état d'esprit? Quelle est votre mission aujourd'hui en tant que Sophie Fontanelle? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut des gens pour donner l'exemple. Donc, des femmes avec des cheveux blancs, il y en a plein dans le monde entier. Mais elles ne sont pas médiatisées. Des femmes avec des rides, vous savez, dans un village de l'Atlas au Maroc, vous allez en voir plein, elles ne sont pas médiatisées. Donc, puisque j'avais une médiatisation, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais l'utiliser pour montrer que c'est pas si terrible, en fait. Si vous avez les cheveux blancs, vous n'êtes pas forcément Mamie Nova, encore qu'elle est vachement bien, Mamie Nova. Et si vous avez les rides, c'est pas forcément l'horreur. Alors, il y a peut-être des gens qui, en voyant, se disent, 2 secondes, c'est quand même un peu l'horreur, mais je crois qu'il y a plein de gens qui se disent, non, c'est vrai, elle a raison. Elle a raison, on peut avoir le visage qui vieillit, les cheveux qui vieillissent, et quand même avoir du charme. On doit finalement accepter le temps qui passe, c'est un petit peu ça le message. Si on n'accepte pas, le temps se venge. C'est-à-dire que s'il y a une pente de l'âge qui n'est pas si facile à prendre, moi j'ai 61 ans, j'y pense, donc c'est pas si facile. Mais si on prend pas cette pente de l'âge, si on se met des filtres et sur Instagram et avec des picouzes, à un moment donné, il n'y a plus de pente de l'âge, il y a un précipice. Et tous on a peur des précipices. Donc moi je préfère la pente au précipice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie Fontanelle. Merci à vous. Vous étiez l'invitée des rendez-vous culturels de l'hôtel Métropole Monte-Carlo à l'occasion de la parution de votre ouvrage Admirable aux éditions Segers. Merci encore. Merci. En bref, sachez que la direction de l'action sanitaire organise ce mardi 20 février à l'auditorium du lycée Régnier 3 une réunion d'information relative à la campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain en milieu scolaire. Cette réunion concerne les parents et les élèves de 5e et de 4e scolarisés en principauté. L'entrée est libre à partir de 18h15. Monaco, deuxième meilleure destination européenne pour les vacances. C'est le résultat du dernier classement du site European Best Destinations. La principauté est décrite comme le mariage parfait entre glamour, culture et relaxation, reconnu pour sa sécurité, ses délices gastronomiques, ses événements sportifs et culturels, mais aussi
son exceptionnelle vie nocturne. Une récompense saluée par Guy Antonielli, directeur du tourisme et des congrès de la Principauté. Reprenons la direction des États-Unis où Alexandra Pani nous attend. Ce soir, Alexandra, vous nous parlez art et plus précisément de l'une des missions confiées au nouveau musée national de Monaco. Bonsoir à vous. Effectivement, l'on connaît le nouveau musée national de Monaco le plus souvent dans sa fonction muséale, avec ses 2 lieux d'exposition, les Villas Saubert et Paloma. Mais le NMNM, ce n'est pas seulement cela. Il a diverses missions, d'abord d'éducation auprès des plus jeunes, mais aussi de conservation et de restauration du patrimoine monégasque. Et cela passe par un inventaire régulier des œuvres. Je vous propose de suivre Marie, la régisseuse des collections, dans sa mission ici à New York. Inspecter avec minutie les moindres recoins de l'œuvre, lampes et tablettes en main, c'est la mission de Marie ce jour-là. Cette peinture à l'huile de grand format réalisée par l'artiste Irène Pagès représente une vue du port Hercule. Elle fait partie du programme de récolement lancé en 2021 par le nouveau musée national de Monaco. C'est quelque chose qui a été institué par la loi musée en 2002, une loi française, et qui aujourd'hui en France est obligatoire, ce qui n'est pas le cas à Monaco. Mais au NMNM, on a choisi de suivre les grandes lignes de cette loi et donc on fait ce récolement. Et le récolement consiste donc à vérifier que le bien est bien présent, que ce soit en réserve ou sur son lieu de dépôt ou en exposition. On vérifie aussi son état, est-ce qu'il est en bon état, mauvais état. On vérifie son marquage, est-ce qu'il est marqué, c'est-à-dire s'il y a son numéro d'inventaire qui est inscrit dessus, que ce soit de manière indirecte ou directe. Et on vérifie les dimensions. Et enfin, on prend aussi des photographies. 25 œuvres en prêt en dehors de la Principauté ont été recensées dans les listes retrouvées par le NMNM. Cette mission permet de compléter les informations à leur sujet. Ces œuvres ont été acquises dans les années 90 pour la majorité et elles ont été déposées dans les années 90 avant même que le musée n'existe. Donc elles n'ont jamais passé entre les mains du personnel du musée, donc on ne les connaissait pas. Donc voilà, c'est l'occasion en fait de les découvrir et d'enrichir notre inventaire. Compléter les informations, mais aussi faire un constat de leur état. Je note aucune altération sur la couche picturale. On a juste un petit frottement sur le cadre ici et un petit enfoncement là. Sinon, il n'y a rien à dire. Faudra que je regarde juste l'arrière. Peut-être qu'il y a des petites surprises, mais je pense pas. Les œuvres se trouvent dans des lieux accueillant du public et non un musée. Les conditions de conservation ont donc une influence sur le vieillissement des toiles ou des sculptures. Ce qu'on va jamais déposer, c'est tout ce qui est art graphique photo, tout ce qui est papier. Bien sûr, la lumière, faut éviter. Vraiment, c'est 50 lux pendant 3 mois seulement. Et là, il y a plus de. J'ai mon matériel, on est beaucoup plus de 50 lux. Pour les tableaux, on est plus sur 150 lux. C'est moins, on va dire, moins fragile de ce côté-là. Après, ça peut rester sensible. Le plus sensible, c'est tout ce qui est variation de température et d'humidité. Donc on ouvre une fenêtre à côté d'une œuvre. Voilà. Ça, c'est plutôt problématique. Marie est donc là également pour donner quelques recommandations ou conseils pour que les œuvres se trouvent dans les meilleures conditions possibles tout au long de leur séjour à l'étranger. Retour en images à présent sur l'événement Let's Play Carnaval, organisé ce vendredi par l'association Entre Parents. Un rendez-vous festif au marché de la Condamine entre ateliers créatifs, maquillage, tatouage, concours de déguisement et bar à confiserie. Terminons ce journal avec le point météo de Justin Adel. Bonsoir Justin. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Demain, du soleil et des nuages vous attendent en principauté. Seront comptabilisés 9 heures d'ensoleillement. Grossièrement, ce sera un temps similaire à celui d'aujourd'hui. Malgré tout, les températures ne bougent pas et restent élevées pour la saison. 12 à 17 degrés sont attendus et jusqu'à 15 degrés maximum en ressenti. Le vent sera aussi au rendez-vous avec une dizaine de km/h toute la journée. La température de l'eau, elle, restera à 14. Demain, le soleil se lèvera à 7h23 et se couchera à 18h04. En ce dimanche 18 février, nous fêterons Sainte Bernadette. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À moins de 2 mois du début du Monte Carlo Rolex Masters, le Monte Carlo Country Club a démarré sa mue cette semaine. Notre photographe Manuel Vitali vous propose donc ce soir un avant-après sous différents angles du prestigieux site de Terre Battue. Passez une excellente soirée. À demain, 18h30.